Bonjour et bienvenue pour ce dernier numéro du journal des biotech de la saison. Dans notre point d'actu, on fera le tour des dossiers chauds avec Frédéric Gomez et l'entretien est lui consacré à Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotics. Le journal des biotech, c'est parti. Et on retrouve pour notre point d'actu, il n'est pas encore parti en vacances, il n'est pas encore à la plage, Frédéric Gomez, analyste biotech chez Pharmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Bon, vous auriez eu tort de partir parce qu'il y a encore plein de choses à se dire sur ce qui se passe actuellement. J'avais envie de commencer par GenFit parce que Pascal Prigent était sur ce plateau il y a quelques jours. On était là pour commenter les résultats de phase 3 de la PBC, des résultats qui étaient bons, il était plutôt content. Et puis, il s'est passé quand même quelque chose d'assez curieux sur lequel j'aimerais avoir votre avis. Le cours c'est bien apprécié dans une première partie de séance et puis il s'est dégonflé jusqu'à terminer dans le rouge. Dans le même temps, on s'apercevait que le cours de Simabay s'enflammait outre-Atlantique. Est-ce que ça veut dire, Frédéric, que ces résultats ne sont pas si bons qu'on le pense? En tout cas, est-ce que vous pouvez décrypter un petit peu pour nous ce qui s'est passé? Vous avez tout résumé, c'est-à-dire que les Américains se sont réveillés plus tard que les Français et les Européens, donc il y a eu un boom qui était dû d'abord aux investisseurs français et peut-être un peu en Europe. Et ensuite, quand les Américains se sont réveillés, ils ont fait quelque chose de naturel, c'est qu'ils ont comparé les datas de la Fibranor, de la phase 3 relative, avec ce qu'on a à se mettre sous la dent avec Stimabay. Et quand on analyse un peu dans la granularité les datas de la phase 3 et ce qu'on a, on se rend compte que oui, a priori, Stimabay, la molécule semble donner une efficacité qui est un peu meilleure à Elafibranor. Et donc, c'est ce qui a en partie provoqué ce spread entre les deux valeurs. Et il y avait quelque part, il y avait une part de justification. Alors, ce qu'il faut, c'est quand même remettre les choses en place. C'est-à-dire qu'on attend quand même les résultats de la phase 3 qui est en cours, Response, dont on devrait avoir les résultats d'ailleurs en fin d'année, de Celadelpar, puisqu'ils ont fini le recrutement en octobre l'année dernière. Donc, c'est une étude qui dure 52 semaines. Donc, on peut penser que sur le Q4, on devrait avoir les datas. D'accord. Et là, ce qui sera intéressant, c'est vraiment de comparer deux études de phase 3, parce que pour le moment, on s'appuie sur des résultats un peu antérieurs avec Celadelpar. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Oui, c'est pas tout à fait la même nature de résultats. Alors, c'est les mêmes critères d'efficacité, donc c'est vrai qu'on peut facilement comparer. Alors après, il n'y a pas la même taille d'échantillon, donc c'est toujours la limite. C'est-à-dire que plus on a tendance à augmenter au final la taille d'un échantillon, plus l'effet, on peut avoir un delta avec un effet qui diminue un petit peu. Mais il faut quand même reconnaître que où on a une efficacité avec, et là, la dose de 80 mg de 51% sur le critère primaire, on avait des datas qui étaient quand même meilleures avec Celadelpar. Et il y a surtout une chose que les gens ont peut-être moins intégré, c'est-à-dire que dans une étude clinique, bien évidemment, il faut regarder les critères primaires, parce que c'est ce qui va servir un peu de guide. Vous allez me parler prurite là, non, Frédéric, j'ai l'impression. Et voilà. Mais par moment, il faut regarder aussi les critères secondaires, parce qu'on sait que ces patients-là, dans la plupart des cas, ils ont un prurite. On a vu des études où d'ailleurs, l'étude menée par Stimabay, ils avaient fait une phase 2 où il y avait plus de 70% des gens qui avaient du prurite. Et c'est vrai que le prurite est quand même un symptôme qui est très désagréable et qui impacte la qualité de vie des patients. Donc, il a tendance à ressortir. Et c'est clair que l'absence d'efficacité d'Elafibranor dans le prurite peut être un peu handicapant parce que voilà, si Stimabay sort, la question c'est est-ce que dans l'indication finale, dans le label, ils peuvent mettre ce prurite, oui ou non? Et ensuite, c'est comment la force de vente va être utilisée sur le terrain, parce que si on veut dénigrer Elafibranor, les vendeurs auront qu'à dire que dans un cas, ça marche pas sur le prurite, dans l'autre cas, ça marche sur le prurite. Et comme le prurite est important, voilà. Donc, c'est vrai que ça a été un peu une fin de séance compliquée pour le titre GenFit. Maintenant, il y a quand même Ipsen qui est derrière la molécule. Les datas sont suffisantes pour déposer un dossier de demande d'AMM et pour s'assurer que le produit va être approuvé au niveau des différentes zones géographiques. Et il faut pas oublier quand même que l'an dernier, Intercept uniquement aux US, enfin pas totalement aux US, puisque sur la première partie de l'année, il y avait aussi les droits hors US, mais ils ont quand même fait plus de 300 millions de dollars, donc il y a un marché, il va falloir que ce marché maintenant, Intercept ne sera plus seul, il y aura un voire deux candidats, et donc il y aura un marché à se partager, et là ce sera aux forces de vente d'agir. Et puis il y a quand même une chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'Ipsen devrait avoir, et GenFit devrait avoir une petite année d'avance
Oui. sur Simabel, donc ce serait toujours ça de prix. C'est une donnée qui peut faire la différence. Bon voilà, en tout cas pour ce décryptage sur GenFit, autre dossier qui va nécessiter un petit décryptage parce qu'on a vécu quand même quelque chose d'assez inédit autour d'Adocia, dont le cours a été suspendu pendant quasiment un mois, je crois, 4 semaines. Et heureusement, l'histoire se finit bien, puisque finalement, la société a annoncé un accord avec Sanofi pour un droit de négociation exclusif sur M1 Pram. Bonne nouvelle, là aussi. On a l'impression quand même, je ne peux pas m'empêcher de la faire, Frédéric, que tout le monde s'est mis en ordre de marche pour sauver le soldat Adocia autour de cette histoire. Alors, les forces françaises se sont mis en ordre de marche. C'est l'écosystème, l'environnement français qui a permis oui, on a sorti un peu la tête de l'eau d'Adocia, puisque comme vous l'avez rappelé, pendant un mois, il n'y a pas eu de cotation. Et c'est vrai qu'entre Sanofi et la BPI, on a le sentiment que des choses se sont passées pour protéger la société. Il y avait un problème de trésorerie, c'est ça, Frédéric? De trésorerie. Oui, donc il y avait un gros problème de trésorerie puisqu'il y avait un remboursement de la dette auprès d'IPF qui devait intervenir. Et étrangement, le montant du chèque signé par Sanofi correspond peu ou prou au montant de ce qui était dû à IPF. Donc non, mais c'est plutôt une bonne chose pour la société parce que en fait, on va maintenir la société en vie et la tête hors de l'eau. Après, il y a encore beaucoup d'interrogations. C'est une histoire qui est compliquée parce que quand on regarde un peu Adocia, ça fait maintenant quasiment 12 ans qu'ils sont cotés en bourse et il n'y a pas une seule molécule dans le diabète qui a commencé une phase 3 qui permettra un enregistrement aux US et en Europe. Donc ça, déjà, pour moi, ça me pose un petit problème. Là, on a une molécule M1 Pram qui est une combinaison à la fois d'une insuline et d'un analogue de l'amyline. Donc sur le fond, l'idée n'est pas totalement idiote, saugrenue, mais ils ne sont pas les seuls à le faire. On a vu lors d'un congrès à l'ADA récemment qu'il y a eu pas mal de data publiées, mais on sait que Novo Nordisk, qui est le leader à l'heure actuelle incontesté dans l'obésité, a également une combinaison avec un analogue de l'amyline, le cagrilintide, mais cette fois-ci couplée à sa molécule star, le semaglutide. Donc c'est une autre type de combinaison. Et puis, il y a beaucoup de molécules. Alors l'obésité est revenue sur le devant de la scène. Il y a vraiment un engouement majeur pour l'obésité qui est en partie dû à Novo Nordisk et Wegovy, puisque les chiffres sont super bons. On a même vu un problème de supply de Wegovy, tellement Novo Nordisk n'était pas capable de répondre à la demande. Mais là, on se dirige vraiment vers un duopole entre Novo et Eli Lilly, puisque ce sont les deux sociétés qui ont le plus de molécules et qui devraient garder une bonne part du marché. Maintenant, la question pour M1 Pram, c'est quel est son devenir. On va voir comment Sanofi va réagir. Il y a encore beaucoup de travail devant. Et surtout, la petite chose où moi je tempère, c'est que pendant les datas, alors Sanofi, j'espère que Sanofi a accès à des infos qui sont encore confidentielles. Mais en tout cas, sur les données publiées, alors c'est vrai que l'an dernier, ils avaient annoncé des datas à 16 semaines avec une perte de poids de 5,5 kg chez les patients obèses. Donc, pour mettre un peu en perspective, on peut penser que ces patients ont tous un poids au début de l'étude qui était supérieur à 100 kg. Mais juste à titre de comparaison, donc là, ça nous ferait une baisse de poids qui est globalement, on va dire de 5-6% à baseline. Là, on a des molécules à l'heure actuelle qui arrivent à 17%. Alors, plus loin que 16 semaines. C'est limite l'exercice. On espère avoir maintenant des molécules qui peuvent atteindre les 22, 24, 25% de baisse de poids après quasiment un an de traitement. Mais juste pour exemple, pour donner une comparaison, il y a une molécule d'Eli Lilly, le rétatrutide, qui est une combinaison de 3 molécules, dont un GLP-1. Ils ont lancé des résultats à 12 semaines et on avait une baisse de poids qui était de 8,65 kg, un peu plus de 10%. Donc quand on compare M1 Pram avec la molécule de Lilly, pour le moment, la molécule d'Adocia est relativement loin derrière de celle de Lilly. Donc c'est pour ça, le chemin risque encore d'être un petit peu long. Bon, le chemin risque d'être long, mais il se poursuit pour le moment, c'est quand même la bonne nouvelle. On termine par une autre bonne nouvelle, oui, on avait aussi Nawal Ouzren sur le plateau Journal et Biotech, on reçoit du beau monde, directrice générale de Sensorion, avec des données qu'on attendait, qui sont positives sur la phase 2A de Sens 400. Oui, donc c'est pour prévenir la perte de l'audition lorsqu'on va faire une implantation. Après implantation cochléaire. Voilà, donc... Alors, ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on pensait que le produit était plus ou moins perdu. Un peu compromis. Voilà. Donc là, les résultats, alors,
il n'y a que 5 patients, puisque l'étude est toujours en cours de recrutement. On espère que le recrutement se finisse avant la fin d'année. On devrait avoir les données définitives de cette étude courant du premier semestre de l'année prochaine. Mais il faut quand même saluer que les datas sur les 5 patients sont encourageantes, prometteuses, puisque entre la perte de l'audition constatée chez les patients traités par Sens 401 et celle traitée par le placebo, il y a quand même une belle différence. Il y a un peu plus de 20 décibels, donc ce qui est pas neutre. Donc maintenant, il faut souhaiter que les autres patients vont montrer la même efficacité. On a aussi été rassuré par la présence de la molécule, puisque c'est une administration orale et il y avait beaucoup de personnes qui se disaient mais comment une administration orale on peut gagner la zone au niveau de l'oreille et la périlymphe. Donc tout ça, pour le moment, ils ont rassuré les investisseurs, c'est plutôt bien. Maintenant, il faut juste souhaiter que le recrutement se finisse le plus rapidement possible et que ces datas prometteuses puisse être confirmé sur l'ensemble de la cohorte. Maintenant, pour Sensorion, on l'a évoqué avec plein de titres depuis déjà de nombreux mois, mais la question de Sensorion, c'est celle de la trésorerie. Du financement. Puisque les mathématiques sont assez faciles à faire. Il y avait 26 millions de trésors à la fin décembre. L'an dernier, ils ont dépensé, il y a eu une perte nette de 23 millions. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'argent et on peut penser là encore que suite à cette annonce positive, on peut penser que les historiques vont sans doute participer à une augmentation de capital, parce qu'on peut anticiper une augmentation de capital d'ici la fin d'année, là encore pour sécuriser le financement, au moins jusqu'à ces datas avec Sens 400, parce qu'il va falloir quand même tenir jusqu'au mois de mars-avril, a priori, le temps qu'ils aient les datas. Oui, la trésorerie, un élément crucial, toujours dans le secteur de la biotech et encore plus, sans doute, cette année. Merci beaucoup, Frédéric. Ça y est, vous pouvez partir en vacances, je vous libère. Encore quelques jours. Merci, Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotics. Bonjour, Laurent. Bonjour. Bon, on est ensemble pour commenter une bonne nouvelle. Et ça fait du bien dans le secteur. Une bonne nouvelle qui est tombée lundi matin. On le savait qu'il y avait des discussions en cours autour de NBTX R3. On a eu la confirmation de cet accord. Elle est tombée, voilà, début de semaine. Nanobiotics qui accorde à Janssen, un des groupes de Johnson & Johnson, une des filiales, une licence exclusive pour le développement et la commercialisation de NBTX R3. On va rentrer dans le détail. On va tout regarder. Si on devait résumer, pour commencer, une petite synthèse, les grands contours de cet accord, les principaux points à retenir. Je pense déjà qu'on a pu, avec ce deal, faire un accord avec un des plus gros, si ce n'est le plus gros industriel de santé de ce monde. C'est une belle signature. Ce qui va nous permettre d'appuyer le développement de NBTX R3 et d'appuyer le développement de Nanobiotics. Il y a plusieurs éléments qui sont importants dans ce deal. Déjà la valeur totale, on parle de 2,5 milliards à peu près, pour les indications qui sont déjà en cours et celles que Janssen pourrait développer au cours du temps. Et pour chaque nouvelle indication que Nanobiotics pourrait développer, on serait aussi éligible à 220 millions de dollars par indication. D'accord. Et ensuite, lorsque le produit sera sur le marché, on aura les royalties qui peuvent aller jusqu'à plus de 20%. Bon, on va encore une fois, on va regarder cet aspect financier. J'imagine, je ne suis pas dans le secret des négociations, qu'il y avait des discussions avec d'autres partenaires. Pourquoi, à l'arrivée, il y a quelque chose qui vous a convaincu que Johnson était sans doute le meilleur partenaire pour faire ce deal? Il y a plusieurs points dans ce choix. D'abord, c'est un choix réciproque. Oui. Il y a beaucoup d'acteurs de la santé, il y a quelques acteurs clés dans le milieu de l'oncologie, mais il n'y a finalement pas autant d'acteurs qui ont à la fois une culture de l'innovation importante, des acteurs qui ont la capacité de développer et de commercialiser à travers le monde, et qui ont cette culture d'avoir des produits un peu hybrides ou des produits qui peuvent être un peu borderline entre le dispositif médical et les molécules. Réponse très complète. Donc Johnson, partenaire idéal quand je vous écoute, Laurent. Comment cet accord, et là aussi, on va faire les petites lignes, comment cet accord change la donne à court et moyen terme pour Nanobiotics, notamment sur l'aspect trésorerie? Alors on a plusieurs éléments dans cet accord que l'on a voulu. Si on reprend un peu les fondamentaux qui ont fait qu'on a choisi Janssen et aussi ce qui était important pour Nanobiotics dans cet accord, il y a tout d'abord le fait de pouvoir capturer une bonne part de la valeur.
pour nos actionnaires et pour l'ensemble des gens de la société. Et c'est pour ça qu'on a ce deal qui a cette taille avec une proportion de royalties qui est très intéressante pour Nanobiotix. Oui. Le deuxième point, c'était de garder une part active dans la création de valeur. Donc l'idée n'est pas de donner le produit et de leur laisser le développer, on va le co-développer. Oui. Et eux ont la responsabilité de toute la commercialisation en dehors des territoires de l'IAN Bio qui sont déjà donnés. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est de pouvoir avoir une couverture financière de nos besoins pour qu'on soit le moins dépendant possible du marché. Comme on voit bien que le marché aujourd'hui n'est pas très efficient. Il est compliqué. Il est compliqué, donc il fallait qu'on trouve un accord qui puisse nous permettre de faire ça. Et quand on voit entre l'upfront, l'aide en nature de Janssen, plus la possibilité de tirer une part d'equity de la part de Nanobiotix et les milestones qui vont tomber, qui devraient tomber dès le début de l'année prochaine, on peut se mettre dans une position financière bien plus efficace pour nous. Alors justement, le paiement de l'upfront, 30 millions de dollars, une belle somme. Certains esprits chagrins vont dire « Ah mais est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre mieux ?» citant des exemples d'upfront qui ont eu lieu dans des deals un peu plus anciens, certes, mais où les montants étaient plus significatifs. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Il y a plusieurs éléments à ça. D'abord, il ne faut pas regarder que l'upfront, il y a la valeur totale du deal, et je pense qu'on fait partie des meilleurs deals que l'on ait pu signer en oncologie avec cette valeur. Et il faut aussi se remettre dans le contexte historique pendant le moment où on a négocié ce deal. Pendant toute la période de négociation, et même au début, on a bien vu que le marché s'est écrasé, les market cap avec ça. Et en ayant une market cap d'une centaine de millions de dollars, on peut difficilement prétendre avoir un upfront supérieur à sa market cap. Donc ça posait des problèmes complexes. On ne voulait pas faire racheter Nanobiotix à ce prix-là. Ce ne serait pas une bonne chose pour personne. Donc il a fallu qu'on compose avec la réalité du marché, avec la réalité de notre market cap, tout en capturant une bonne part de la valeur. Et c'est ce qu'on a fait en structurant le deal comme celui-ci. Alors, ça c'était sur la première partie. Sur le front, vous l'avez dit, il y a plusieurs étages à la fusée. Le deuxième, c'est l'aide en nature que Janssen peut apporter à l'étude de phase 3, Nanoray 312. Comment alors déjà, j'ai lu que c'était discrétionnaire, ça veut dire quoi? Comment ça va se passer concrètement? Et cette aide en nature, elle consiste en quoi finalement? Bon, d'abord, l'intention des deux parties, c'est d'aller le plus vite possible dans cet essai, d'amener le produit au marché, de commencer à vendre ce produit. L'aide en nature discrétionnaire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore tous les détails de la façon dont l'aide va se déployer, en fait. Va se déployer. Donc, il fallait mettre un aspect incertain ou discrétionnaire pour qu'on puisse adapter au fur et à mesure du temps. Garder de la souplesse, finalement. Exactement. D'accord. Et donc, cette aide, c'est quoi? En quoi ça consiste? Moi, j'ai envie de savoir. On peut imaginer plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'on ne les a pas communiqués. Mais l'idée, quand on développe un essai clinique, on a beaucoup d'activités à faire. Et comme dans cet essai clinique, on a une présence mondiale entre les États-Unis, l'Europe, l'Asie et d'autres pays dans le monde, il faut avoir beaucoup de gens sur le terrain pour pouvoir pousser le recrutement des patients, pour aller interagir avec les agences réglementaires. Et en tant que petite société, même avec le CRO que l'on a, c'est compliqué d'avoir des présences sur chacun des points importants. Comme Janssen a une présence mondiale, l'idée c'est qu'ils puissent utiliser toutes ces ressources pour pouvoir nous aider à accélérer cet essai. Bon, dernier étage de la fusée, vous l'avez dit, cette capacité de tirer des equity. Alors, c'est un petit peu complexe. Il y a 5 millions qui doivent arriver peut-être très vite, il va falloir que vous m'expliquiez. Et Janssen peut mettre 25 millions supplémentaires si, je crois, finalement Nanobiotix réalise une augmentation de capital du même montant, c'est ça, je comprends bien, c'est-à-dire que potentiellement, voilà, si Nanobiotix voulait disposer de ces 25 millions supplémentaires, il faudrait réaliser une augmentation de capital de 25 millions. Là aussi, comment tout ça va se séquencer? Qu'est-ce que vous avez en tête? Là encore, il y avait deux idées à travers ça. Cette petite tranche au départ, c'est plus une tranche symbolique qui permet à Janssen de devenir actionnaire de Nanobiotix. Donc ça arrive, pardon, je vous coupe, d'ici quelques semaines, quelques mois, c'est 5 millions? Alors comme ils sont à une valeur prédéfinie, on va soumettre ça au vote de nos actionnaires. Pardon. Et donc vraiment, c'était l'idée de faire rentrer J&J au capital pour qu'ils puissent faire partie de l'aventure aussi. La plus grosse partie, c'est 25 millions qui seront disponibles à l'appel de Nanobiotix. Encore une fois, pour nous donner la flexibilité, si on a besoin de lever de l'argent dans le futur, dans un futur proche ou moyen terme, on pourra appeler cette tranche qui fera partie d'un tour plus important.
Bon, on avait ce sujet du prêt de la BEI, en tout cas du financement de la BEI, qui a un petit peu compliqué la donne. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, peut-être vous allez me démentir. Avec tout ça, là, à date, on a une visibilité jusqu'au premier trimestre, deuxième trimestre 2024, je ne sais plus, vous allez me le dire. Est-ce que ça vous redonne finalement les coups des franches pour renégocier tout ça au mieux, sans à-coup, j'ai l'impression, quand je vous écoute en tout cas. Oui, tout est possible et c'est, encore une fois, c'est ce qu'on a essayé de faire à travers ce deal, de se donner tous les outils possibles pour pouvoir avancer le développement le plus vite possible de notre produit et de créer de la valeur pour tout le monde. Maintenant, la BEI nous a bien aidé dans le passé en faisant ce prêt, ça a été assez instrumental dans notre développement. On a renégocié et rééchelonné les paiements de ce prêt pour qu'ils correspondent à la mise sur le marché du produit. Et on a juste ce covenant qui nous demande d'avoir une certaine quantité d'argent en banque pour pouvoir garantir un remboursement d'une partie de ce prêt. Donc c'est toujours des choses qui sont renégociables. D'accord. Maintenant, on va travailler et avec la BEI et avec Johnson & Johnson pour voir comment est-ce qu'on va articuler tout ce financement de Nanobiotics. Bon, il faut aussi qu'on parle forcément de ces paiements d'étape, ces royalties, jusqu'à 1,8 milliard $, plus, vous l'avez dit, les indications complémentaires. Est-ce que ce sont, on l'a vu dans le communiqué de presse, c'est assez bien dit, il y a différentes options de développement réglementaire, de commercialisation. Est-ce que c'est surtout lié à des seuils de vente du 500 millions, du 1 milliard, ou est-ce que c'est plus général que ça? Est-ce que ça peut arriver avant, en fait? Alors oui, bien sûr. Enfin, la majorité de ces paiements sont liés au développement. D'accord. Au développement des différentes indications. Oui. Il y a plusieurs éléments. Quand on démarre certaines indications, quand on arrive à certains résultats cliniques, quand on atteint certains seuils de recrutement. Enfin, il y a plein de milestones qui vont tomber, et comme je le disais tout à l'heure, qui devraient commencer dès l'année prochaine. D'accord. Ensuite, il y a une part de milestone qui est liée au degré de vente du produit, une fois que le produit sera sur le marché. Et quand on regarde la valeur totale, on a 2,5 milliards à peu près de milestones sur les indications et le plan qui est déjà en place, plus certaines indications que Janssen pourrait développer. Oui. Et si Nanobiotics développe d'autres indications, en dehors de celles qu'on a déjà dans notre pipeline, alors on pourra par indication avoir jusqu'à 220 millions de dollars. Bon, on a parlé beaucoup finance, sans doute trop, Laurent Lévy. J'ai envie qu'on termine sur autre chose, justement avec ce deal en poche. Eh bien, comment vous allez redéployer finalement la stratégie de Nanobiotics pour les mois, années à venir, soyons fous? Bon, la stratégie globale ne change pas. On a ce produit qui pourrait à terme devenir un produit gigantesque. On a un mode d'action qui s'applique à énormément de tumeurs, si ce n'est toutes les tumeurs qui sont traitées par radiothérapie. Donc notre idée, c'est de faire de cette collaboration l'outil qui va nous permettre d'aller aider des millions de patients. Et lorsqu'on arrivera à ça, eh ben, on pourra imaginer aussi tout le retour sur investissement pour l'ensemble de nos actionnaires. Donc on a toute cette partie-là où d'abord il faut s'assurer que ça marche, parce que ça reste une grosse collaboration, c'est un industriel qui est gros, donc il faut qu'on s'interface avec eux et qu'on arrive à développer tout ça. Donc ça c'est l'étape 1. En parallèle, on n'en a pas parlé beaucoup par le passé, mais on a d'autres plateformes technologiques chez Nanobiotics qui permettent d'adresser d'autres besoins médicaux non satisfaits, toujours basés sur notre savoir-faire de nanophysique, sur lequel on pourra établir nos leviers de croissance futurs. Bon, des nouvelles annonces à attendre peut-être dans les mois qui viennent. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour ce point très complet, cette bonne nouvelle, cet accord avec Janssen et toutes les possibilités qu'il offre. Merci beaucoup, Laurent Lévy. Merci. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. Et puis, on prend des vacances. On se retrouve à la rentrée pour un nouveau numéro. Merci beaucoup.